Que manger en randonnée? C'est une grande question super importante. La nutrition, pour pouvoir faire une bonne journée de trek, bien marcher, sans trop ressentir la fatigue, pour éviter au maximum de se blesser et passer un bon moment, c'est vraiment une question fondamentale. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose d'y répondre selon mon petit point de vue. Alors concrètement, la grande question, la première grande question qu'on se pose en termes de randonnée, c'est quelle dépense d'énergie est-ce que je vais faire et quel type d'aliment est-ce qu'il faut que je mange pour avoir un apport d'énergie régulier tout du long de ma journée pour pouvoir continuer à être efficace. Pour bien commencer en fait et pour t'aider dans cette démarche du calcul d'énergétique, dans ce calcul de calories, eh bien, je te propose, tu trouveras juste en dessous dans la description de cette vidéo, eh bien, un simulateur de calories fait maison que je t'invite à télécharger gratuitement. C'est un Excel que j'ai construit et qui me permet, quand je l'utilise, et je l'utilise maintenant, de bien calculer le nombre de calories que j'emporte en fonction des aliments que je prends pour pouvoir être sûr de bien me nourrir pendant mes expéditions, ne serait-ce qu'une petite journée ou un week-end ou une semaine, etc. Donc tu le trouveras juste en dessous. Concrètement, on va faire un tout petit peu de théorie avant de rentrer dans la pratique dans cette vidéo, avec concrètement quel genre d'aliments est-ce que j'emporte. Et en termes de théorie, la nutrition, disons qu'il y a deux grands types de nutriments. Les macronutriments, les micronutriments. Les macronutriments, c'est ce dont on va le plus parler, parce qu'à court terme, ce sont les plus importants pour bien gérer ces apports énergétiques en trek, en randonnée. Concrètement, ce sont les glucides, lipides, protides. On y revient juste après. Une deuxième type de nutriments, ce sont les micronutriments. Ils sont eux aussi extrêmement importants, mais on va un peu moins en parler, et je vais te dire pourquoi juste après. Les micronutriments, ce sont les vitamines. A, B et C, tu peux faire toutes les lettres de l'alphabet presque, les oligo-éléments, les minéraux et également les acides gras. En fait, les deux sont aussi importants les uns que les autres pour avoir une alimentation de qualité, que ce soit une fois parti sur les sentiers de randonnée ou même quand tu es chez toi. Mais quand on part marcher, à nouveau, sur une petite randonnée, une semaine maximum, la priorité va être de se focaliser sur les macronutriments. En revanche, si tu pars faire une randonnée à long terme, ce qui est un peu ma spécialité, je suis parti plusieurs fois marcher 5000 km, les micronutriments vont être extrêmement importants. Parce que si tu en manques de vitamines, d'oligo-éléments, tout ça, eh bien ton corps s'affaiblit, s'appauvrit et c'est là que commencent les carences. Les carences, c'est pas super rigolo. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand Sylvain Tesson est parti traverser l'Himalaya sur la ligne de crête, il est parti marcher 6 mois, 5000 km, en bouffant toujours la même chose, la Tsampa. Il était tellement carencé, en fait, en micronutriments, qu'il écrit qu'il sentait ses dents qui commençaient à se déchausser, qui est un signe avant-coureur du scorbut. Quand tu commences à avoir les dents qui se déchaussent, après elles tombent, c'est vraiment pas bon. Donc quand tu pars au long cours, à nouveau, c'est important les micronutriments. On en reparle à la fin de cette vidéo, les deux solutions que j'utilise pour pas être carencé quand je pars aussi longtemps que ça, comme Sylvain Tesson. Et on va se focaliser maintenant sur les macronutriments. Alors la grande question, combien de kilocalories, combien de calories est-ce que je dois manger par jour quand je pars randonner? C'est une excellente question. Et concrètement, quand on part marcher, on peut changer notre alimentation par rapport à d'habitude. Pourquoi? Concrètement, 80% d'entre nous, et même plus dans les pratiquants de la randonnée, on est sédentaire. Alors ce qui pose un premier problème, parce que nous avons un corps de mammifères, un corps qui est fait pour marcher. Nos ancêtres nomades, ils marchaient 15, 20, 30 km par jour. Les pasteurs, ils marchent 15, 20, 25 km par jour avec leurs troupeaux. Ils font fonctionner leur corps, ça fait de la dépense énergétique. Aujourd'hui qu'on est sédentaire, et on ne bouge plus comme ça. En plus de cela, on est citadin. C'est-à-dire qu'à la campagne, quand tu fais ton jardin, quand tu vas couper ton bois, quand tu vas ouvrir les poules, dans la vie traditionnelle, on va dire, qu'il y avait dans ce pays jusqu'à quelques générations de cela, forcément tu utilises ton corps. Aujourd'hui qu'on vit en ville, on ne fait plus de jardin, on va manger en conduisant une voiture pour aller dans un supermarché et on revient. Donc à nouveau, on n'utilise plus notre corps à ce motif-là et enfin on est tertiarisé, c'est-à-dire qu'on travaille majoritairement avec notre tête et presque plus avec notre corps, ce qui fait qu'aujourd'hui, un occidental moyen dépense 1300 kilocalories par jour. 1300, 1400. Le seul effort que tu fais dans ta journée, c'est de partir en voiture ou en transport en commun à un bureau pour t'asseoir,
cliquer avec tes petits doigts sur des touches de clavier ou sur des clics de souris, puis revenir, en gros tu fais rien. Il y a le métabolisme qui tourne, il y a un petit peu le cerveau qui tourne. Certains d'entre nous, les histoires de stress, d'angoisse, etc., qui peuvent avoir des répercussions sur la dépense énergétique, sur le poids, mais en gros ça fait 1300 kcal par jour. C'est rien du tout. Alors, ça ce sont des faits scientifiques. Lorsque l'on fait confiance, lorsque l'on entend ce que disent les institutions responsables de notre santé, les institutions de tutelle de la santé, les organismes, les entreprises privées, notamment l'industrie agroalimentaire, on entend qu'il faut manger 2000-2500 kcal par jour. J'ai même lu en préparant cet article, dans ma documentation, sur le site de Nestlé, Nestlé préconise aux hommes entre 20 et 40 ans de manger 2700 kcal par jour, en sachant pertinemment qu'un occidental dépense 1300. Autrement dit, cette entreprise privée cherche à te vendre 2 fois plus de bouffe dont tu en as besoin. Bien sûr, ça multiplie son chiffre d'affaires par 2, mais ça fait aussi un monde occidental où il y a 35% de surpoids, 15% d'obésité. Alors, on ne fait pas de politique sur ce blog. Pourquoi les entreprises privées, pourquoi les organismes tutelle de santé publique nous invitent à bouffer 2 fois plus que ce dont on a besoin? C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse, et on va se refocaliser sur notre question à nous, la randonnée. Quand on part marcher, qu'il y a quelque chose de sain, combien de calories est-ce qu'on va dépenser? 1 heure de marche à 4 km/h, qui est une vitesse de marche moyenne. En gros, selon une dizaine de simulateurs de calcul de calories en termes de dépenses énergétiques que j'ai fait et mon expérience personnelle, ça fait 230 kcal à l'heure. Lorsque tu portes un sac de 15 kg, on monte à 350 kcal par heure de marche. Et lorsque tu fais ça en montagne, avec des dénivelés, des terrains techniques, une plus forte sollicitation du corps, des muscles, on monte à 500 kcal par heure. C'est-à-dire que tu marches avec un gros sac en montagne 1 heure, tu dépenses 500 kcal. Si tu marches 8 heures, ça fait 4000 kcal. 10 heures, 5000, 12 heures, 6000, etc. Ce qui fait qu'une bonne journée de trek, on ne part pas tous en montagne, on ne part pas tous à 4 km/h, on ne part pas tous avec 15 kg dans le dos, bien entendu quand on part en randonnée. Mais ce qui fait qu'une bonne journée de randonnée, voire de trek en autonomie, ça monte facilement à 2500, 3, 4, 5, 6000 kcal par jour. Et je ne te parle même pas des dépenses du métabolisme qui continue à tourner, qui te crame entre 1000 et 2000 kcal par jour en fonction de ton métabolisme. Je ne te parle même pas de la température. Là, par exemple, on est au pied du Puy de Dôme que tu peux voir derrière. J'adore cette montagne qui est magnifique. Le soleil vient de se lever. On a sa lumière rasante qui vient. Il ne fait pas encore très chaud, bien qu'on est dans une période caniculaire en cet été. Eh bien, créer 1 litre de sueur, ça dépense plusieurs centaines de calories, de mémoire 400, 300 ou 400. Donc quand il fait trop chaud, ton corps dépense de l'énergie pour faire sortir de l'eau, pour rafraîchir ton organisme. A l'inverse, quand tu pars qu'il fait froid, ton corps, il frissonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dépense de l'énergie pour pouvoir faire des petites vibrations dans tes muscles, par des micro-contractions, en fait, afin de réchauffer ton corps. Ça aussi, ça dépense de la calorie. Donc si tu pars en trek et en période caniculaire, typiquement en période estivale, ou en période froide, tu vas dépenser encore plus de calories. Donc on peut en bouffer des calories concrètement en randonnée, beaucoup plus que d'habitude. Et on va voir quel type d'aliments s'apporter pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie et bien pouvoir gérer ces dépenses énergétiques. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin sur cette histoire de combien de calories manger par jour, comment faire pour perdre du poids, c'est une question qu'on peut se poser, je t'invite à aller voir ma vidéo, j'y mettrai le lien en description, cette vidéo qui s'appelle moins 17 kg. J'ai perdu 17 kg en 3 mois, comment faire pour maigrir en randonnée. D'ailleurs, on n'est pas tous égaux là-dessus. J'en connais qui perdent 15-17 kilos en partant marcher 3 mois. J'en connais, sur leur Saint-Jacques en général, on a un retour d'expérience à entre 6 et 10 kilos de perdus sur un Saint-Jacques complet, d'un mois ou 2 de marche. On a des gens, au contraire, qui arrivent à grossir sur des randonnées. Typiquement, je pense au Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est une randonnée pour ceux qui choisissent de dormir en dur, de manger au restaurant tous les soirs, voire de boire une petite bière ou deux tous les soirs. J'en connais qui arrivent à prendre du poids sur ce genre de randonnée. C'est plus rare, mais ça existe. Ça dépend évidemment du nombre de kilomètres que tu fais par jour et de ce que tu bouffes au restaurant le soir ou dans ta petite popote au bivouac. Ça dépend de tout cela, bien entendu. Et à nouveau, on n'est pas tous égaux sur cette question.
Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Glucides, lipides, protides. On commence par les glucides, le plus important. En Occident, nous consommons en moyenne, alors, sur 100% d'énergie que nous mangeons tous les jours, on avale cette énergie 55% par les glucides, 30% par les lipides, le gras, et 15% par les protides, les protéines, la viande, mais pas que. Il y a aussi des protéines végétales. On y revient justement un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors, 55, 30, 15, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est pas la question, c'est un constat. On en reparle un tout petit peu après sur ce qu'on peut faire comme modification pour peut-être optimiser cet apport énergétique. En tout cas, les glucides, c'est des sucres. Il y a encore quelques années de cela, les sucres, c'était très simple à comprendre. Sucre rapide, sucre lent. Depuis quelques années, ça fait depuis 2016 que je me renseigne, que je me forme, que je me documente sur la nutrition, etc. On entend parler maintenant d'IG, index glycémique. Index glycémique bas, modéré, élevé, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, un index glycémique bas, c'est les anciens sucres lents, entre guillemets. Un index glycémique haut, c'est un ancien sucre rapide, entre guillemets. On a pris une référence. Au lieu de diviser le monde en deux catégories, ce qui est un petit peu trop facile, ce qu'on a un petit peu tendance à faire en permanence d'ailleurs, c'est bien, c'est mal, c'est gauche, c'est droite, nanani, nanana. Eh bien, on a pris une valeur chiffrée plus précise, l'index glycémique, le glucose. Le glucose, glucide, glucose, le glucose, c'est du sucre, l'un des sucres les plus rapides, mais pas exactement le plus rapide. On a pris en fait sa vitesse d'assimilation par l'organisme. Imagine, je mange une cuillère de glucose, dans combien de temps est-ce qu'il est assimilé par mon système digestif et il est disponible dans mon sang pour que mes muscles puissent l'utiliser pendant l'effort. On a pris une référence et on dit que le glucose, son index glycémique, c'est 100. Donc il est très rapide. Donc plus on va être bas, jusqu'à 30 pour les lentilles, plus le sucre va être lent et plus on monte sur la date séchée, on monte à 120 de mémoire, c'est encore plus rapide. Et ça, on va le gérer pourquoi? Comment ça marche le glucide? On refait un point sur glucides, lipides, protides. Les glucides, c'est l'énergie immédiatement disponible. En gros, c'est le carburant que je mets dans ma voiture. Lorsque je dépense mon corps, j'utilise le sucre qui est rapidement disponible dans mon sang. C'est-à-dire que je le crame pour faire quelque chose avec. On ne va pas rentrer dans le détail de l'équation chimique, etc. etc. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Quand on dépense de l'énergie, quand on fait bouger nos muscles, on crame, on dépense des sucres. Donc le sucre, ça va être le carburant. Sucre rapide, je le mange, il arrive directement dans mon sang, je peux l'utiliser directement. C'est le turbo. Le sucre lent, c'est plutôt le plein que je fais au réservoir. C'est-à-dire que je dois en mettre en permanence pour pouvoir continuer à rouler et je peux le manger. Un sucre lent, il est assimilable en plusieurs heures après la digestion. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait faire en termes d'absorption de glucides, c'est d'absorber surtout des sucres lents, on y revient concrètement juste après. Comme ça, après chaque repas pendant plusieurs heures, après le petit déjeuner, après le manger du midi, après le repas du soir, après les petits encas, le deuxième petit déjeuner, etc. Eh bien, on a toujours du sucre lent disponible sur plusieurs heures. Et par petites touches, on balance des petits coups de turbo, ou on rétrograde en quatrième si tu veux. Ça, c'est le sucre rapide. Ou alors quand tu commences à avoir un petit coup de mou, avant qu'il vienne si possible. Un petit coup de mou dans la journée, typiquement, c'est une hypoglycémie. Hypoglycémie, ça veut dire je n'ai pas assez de sucre dans mon sang. Donc, plus assez de carburant, le moteur s'essouffle. Tu manges un truc sucré rapide, tu manges une banane par exemple, un bout de sucre, on en reparle dans un instant. Coup de turbo, ta machine repart. Ah non, faut pas que la mouche vienne sur la caméra, elle va tout pourrir. Voilà pour les glucides. Et on parlera lipides, protides, évidemment, plus en détail plus tard. Donc concrètement, on revient sur glucides lents rapides, AIG bas ou élevé. Et maintenant qu'on sait qu'il faut plutôt manger des glucides lents, c'est-à-dire à index glycémique bas, régulièrement à chaque repas pour avoir de l'énergie disponible plusieurs heures après la prise de glucides, et par petites touches, des pointes de turbo, des glucides, donc des sucres rapides, des sucres à IG élevé. Alors qu'est-ce que c'est concrètement de la bouffe à index glycémique bas? Ça va être tout ce qui est complet, riz complet, pâtes complètes, etc. Ça, on est sur un IG entre 40 et 50. La lentille a un index glycémique super bas, elle est super lente à digérer, à assimiler. On est sur un index glycémique de 30. Je pense qu'il y a aussi l'effet fibre qui est à l'intérieur qui ralentit ce processus de digestion. Mais à nouveau, on ne va pas rentrer dans le détail. Un IG modéré, ça va être du pain complet. Déjà, le pain complet, c'est un peu plus rapide. Dès qu'on parle de pain, en fait, ça monte.
pain complet, du raisin sec, du couscous, etc. On est sur un IG moyen d'environ de 60. Et le sucre rapide, ça va être, accroche-toi, ça a été un étonnement total dans ma vie. Vraiment une révélation qui a changé et qui va encore plus changer ma vie dans mon alimentation. Le pain blanc, les patates, alors surtout les patates en flocons d'avoine. Là, on a un index glycémique de 90. 90. C'est-à-dire que tes pâtes que tu manges en fait régulièrement, ou ta purée mousseline de patates, c'est pratique en randonnée aussi, c'est presque autant du sucre rapide que du glucose pur. C'est une horreur. C'est terrible. Je continue un tout petit peu la liste. On a également alors les pâtes, le muesli, les bars, tout ça, c'est un index glycémique de plus de 70. Donc c'est du sucre extrêmement rapide. Et c'est là que ça a été un étonnement total. Parce que quand je me suis sérieusement documenté avant de tourner cette vidéo ou écrire l'article qu'il y a sur mon blog, qui reprend le même sujet, que tu pourras retrouver sur le blog en même temps, eh bien, moi je pensais me nourrir essentiellement de sucre lent, de féculents. Féculents, sucre lent, ça se ressemble un petit peu. Et les féculents, pour moi, les pâtes, les patates, le pain, on m'a appris, ou j'ai cru comprendre, que ce sont des sucre lent. Eh bien non, ce sont des sucres super rapides. En réalité, avec notre alimentation moderne, on se gave de sucre rapide. Alors si tu te gaves de sucre rapide et que tu es en permanence en train de faire du sport, si tu es maçon, sportif de haut niveau, trekker à marcher tes 50 km tous les jours, commando, donc si tu as une très forte dépense énergétique, ok, sauf que le problème c'est que non. Même au quotidien, on a une très faible dépense énergétique, on se gave sans le savoir, sans le comprendre, le sucre rapide, et c'est pour ça qu'on prend du bide, des fesses, des cuisses, des seins, etc. Si tu n'utilises pas tout de suite ton sucre rapide, tu grossis, c'est automatique. Tu vois un petit peu où est le problème. Et moi, depuis des années, je me nourris en pensant sincèrement manger du sucre lent avec ses féculents, mais non. Quand on regarde un petit peu tout ça, c'est du sucre rapide, avec des IG presque aussi rapides que le glucose. C'est comme si on bouffait du sucre pur. Alors comment on en est arrivé là? Nos anciens, ils mangeaient du blé complet, et en plus les anciens blés qui étaient à IG encore plus lents. Donc les aliments traditionnels de notre cuisine occidentale, la culture du blé, typiquement de sédentaire, avaient un index glycémique un petit peu plus lent. Aujourd'hui, que la majorité des aliments qu'on mange vient de l'industrie agroalimentaire, ce sont des produits transformés, et surtout des produits raffinés. Ce qui est raffiné, c'est ce qui est blanc. Pain blanc, pâte presque blanche, riz blanc, tout ça, c'est raffiné. Et en fait, le processus de raffinage, ça augmente l'index glycémique. On arrive à faire d'un bon sucre lent une saloperie de sucre rapide. Alors non seulement, c'est pas bien, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, parce que si tu manges beaucoup de sucre rapide, tu grossis, mais en plus, en trek, c'est pas excellent non plus de Non, c'est pas bon de manger que du sucre rapide. Le sucre rapide, ça te fout un choc glycémique, c'est le turbo, mais ça redescend vite après. Si tu fais que te t'alimenter avec des barres de céréales, des muesli, du pain blanc, etc., tu te fous des coups de turbo, mais entre les coups de turbo, il n'y a plus personne. On le ressent énergétiquement. Aujourd'hui que j'ai 15 000 km de trek au compteur, au début, quand j'ai commencé à marcher, ma première expédition de 5 000 km, je ne savais pas comment me nourrir correctement. Et je me nourrissais avec beaucoup de sucre lent. Mes performances étaient plus faibles que ce que je pouvais faire, et c'était le yo-yo toute la journée. Coup de boost, coup de mou, coup de boost, coup de mou. Maintenant que je prends à manger de plus en plus de sucre lent, ça fait une sacrée différence, crois-moi. La journée est beaucoup plus régulière, pas fini les coups de mou, mais pas loin. Et en plus, en connaissant mon corps, maintenant, non seulement je sais que manger pour éviter que ça arrive, et quand je sens qu'il commence à arriver, eh bien, je reprends un petit coup de turbo, un petit coup de sucre rapide pour remettre mon niveau glycémique au bon endroit. D'ailleurs, toutes ces astuces de randonnée, la nutrition, comment se nourrir, comment organiser sa journée, comment planter un bivouac, tout ce dont je suis en train de parler, là sont des extraits en fait de mes formations de préparation à la randonnée. Tu retrouveras d'ailleurs pour plus d'informations le lien vers le pack préparation au trek. En gros, 15 000 km, 1 an et demi passé en solo, en autonomie, à marcher sur les sentiers, condensé dans 4 heures de formation vidéo. Ça se passe juste en dessous, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Et on continue avec ces glucides. Après cette grande révélation de mes habitudes alimentaires et la modification de mes habitudes alimentaires, je vais te parler d'un truc, une petite recette pour, avant d'attaquer les lipides, pour diluer un peu tout ça dans de la gastronomie. Une recette de ouf. La banane, c'est un fruit, c'est un sucre
assez rapide, mais il est quand même pas tant que ça grâce aux fibres qui contrebalancent la rapidité d'assimilation du sucre qui est à l'intérieur. D'ailleurs, en termes de sucre, hein, il y a plusieurs types de sucre. Le glucose, c'est un sucre. Le fructose, contenu dans les fruits, c'en est un autre, qui est plus sain d'ailleurs que le glucose. Donc je privilégie beaucoup les fruits, si possible frais. On en reparle après. Évidemment, ravito, c'est pas toujours possible lorsque l'on part sur les sentiers. Eh bien, j'ai une recette pour manger des bananes. Parce que la banane, il y a beaucoup de trekkers, de randonneurs qui me disent « Ah, la banane, c'est lourd, on porte beaucoup de peau, pas beaucoup de fruits. » Bon, ça, j'ai pas grand-chose à y redire. Mais surtout, la banane, ça ne se conserve pas. Mais justement, c'est l'occasion de faire une recette de ouf. La banane, c'est dans certains pays dont la banane est originaire, on la mange pas jaune. Hein. Pour eux, elle est verte, là, on la mange noire. Et donc, c'est arrivé la recette de la banane tartare. Ah putain, c'était une révélation dans ma gastronomie. J'adore la banane tartare. Tu connais le steak tartare? Même principe. La banane tartare, c'est un peu comme Pasteur, tu vois. Il oublie son vaccin de la rage et au final, il invente le vaccin contre la rage. La banane tartare, c'est pareil. J'étais en train de faire une randonnée. J'avais une main de banane dans mon sac. Bon, il faisait 40 degrés, certainement, c'était en plein été, sans ombre. Les bananes tassées à chaque pas dans mon sac derrière, dans mon dos. Et au bout d'un jour ou deux, j'ai un petit peu oublié les bananes, je les ai retrouvées, mais toutes noires. Et je me suis dit, ah ça y est, elles sont défoncées. Eh bien, figure-toi que c'est exactement la banane tartare. Les tartares, c'est les nomades des steppes. Ils sont à cheval toute la journée, et les gars, ils prennent pas toujours le temps de faire la bouffe, concrètement. Donc quand ils partent le matin, ils mettent leur steak sous leur selle de cheval, ils partent galoper 80-100 km dans la journée, et le soir, quand ils arrivent au bivouac, le steak est cuit. Pourquoi ? C'est pas que la chaleur du cheval et de la selle, c'est aussi le frottement. L'énergie, c'est thermique ou dynamique. Lorsque tu frottes quelque chose, ça chauffe. C'est comme si tu frottes tes mains très vite, très fort comme ça. Et ben, tout de suite, ça commence déjà à me brûler. Il fait déjà trop chaud. Et si tu fais ça, tu chopes des ampoules. Donc, en foutant leur steak sous la selle du cheval, le soir, le steak est cuit. Alors aujourd'hui, on en a inventé un truc de manger de la viande crue, le steak tartare. Mais à l'époque, c'était pas ça. Mais la viande tartare, la banane tartare, justement, c'est la même chose. Je mets ma banane dans le sac, ça frotte, ça cuit, il fait chaud toute la journée. À chaque pas, je la cuis un petit peu. Le soir, elle est toute noire, comme une banane flambée. En fait, concrètement, je n'ai qu'à l'ouvrir avec mon couteau ici. J'écarte un petit peu la peau et je mange une banane flambée. Ça sent le caramel, ça sent tu sentirais presque le rhum, tu vois, tellement c'est extraordinaire. C'est délicieux. Mais ça, c'est un peu hors contexte. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je tourne une vidéo et que c'est l'heure de bouffer, le soleil vient de se lever, grandement déjà, c'est l'heure du petit-déj, je suis affamé. À chaque fois, je finis en parlant de bouffe. Mais je suis un petit peu un gourmet, ça, on ne me changera pas. Alors maintenant, on va parler un petit peu des lipides, le gras, extrêmement important. On a vu que les glucides, c'est ce qu'on met dans le réservoir, c'est le sucre, c'est l'énergie rapidement disponible. Les lipides, le gras, c'est l'énergie en réserve, en stock. Le gras, typiquement, tu vois où il est chez toi, hein, dans tes parties du corps, il est stocké, il ne bouge pas, et le corps l'utilise quand il a besoin d'encore plus d'énergie. En clair, quand on est en train de faire un effort, on brûle d'abord les sucres qu'on a dans le sang. Puis, quand on n'a plus de sucre dans le sang, il se passe quelque chose. En général, au bout de 40-45 minutes d'effort modéré, il se passe quelque chose dans le métabolisme qui change, et on arrive à ce que le corps aille chercher le gras là où il est, pour le transformer en énergie assimilable par les muscles. C'est pour ça que la pratique des activités physiques d'endurance, ça fait maigrir. C'est pour ça que les fit girls, les randonneurs, les trailers, les marathoniens, les ultra-trailers, tous ces pratiquants réguliers de sport d'endurance, ils sont plutôt fins, sveltes, très faible masse graisseuse. Très faible masse graisseuse. Pourquoi ? Parce qu'en activité d'endurance, on brûle des graisses. Et donc, on en a moins, évidemment. Alors, voilà comment ça fonctionne les lipides. Et habituellement, à nouveau, dans ce qu'on entend, dans l'alimentation normale, entre guillemets, le gras c'est pas bien, le gras c'est mal. Ce qui est une escroquerie puisque le gras a été remplacé dans l'industrie agroalimentaire par le sucre, et ce qui fait le problème, ce qu'on appelle l'épidémie d'obésité qu'on connaît. Mais ce n'est pas une épidémie, c'est juste un déséquilibre de l'alimentation. Ce n'est pas une maladie. Et on a... alors, le gras c'est mal, oui et non.
Si tu dépenses 1300 calories par jour, le gras étant de l'énergie pure, ce qui contient le plus d'énergie, 1 litre d'huile, c'est 900 kilocalories d'énergie. C'est de l'énergie pure, on n'a pas plus que ça. Le gras, l'huile, c'est de l'énergie pure. L'huile, le beurre, les graines oléagineuses, les noix, les noisettes, les noix de cajou, les amandes, ça contient énormément de gras. C'est excellent ça. Et c'est très transportable. Mais attends, j'y reviens juste après, là, ce qu'on peut mettre concrètement, facilement dans le sac de randonneur. Il y a le... Ah, j'ai perdu le fil de ma pensée là. Oui, le gras c'est mal quand tu bouges pas ton cul. Mais quand tu pars marcher, quand tu dépenses 2, 3, 4, 5 000 kilocalories par jour, manger du gras, ça va devenir extrêmement important. Extrêmement important. À nouveau dans le sac, les graines oléagineuses, concrètement, c'est excellent à emporter. Également l'huile. Alors l'huile, imagine, mais pas prendre une bouteille d'1 litre en verre, c'est excessivement lourd, etc. L'astuce consiste à mettre l'huile dans un petit récipient léger. Par exemple, une pomme pote. Moi j'achète des packs de pommes potes. Alors c'est du sucre rapide, transformé par l'industrie agroalimentaire. C'est pas bon à manger, mais ça me permet d'avoir le récipient à pomme pote. Je le vide, je le lave en rinçant à l'eau, sous pression, etc. Je le sèche et puis je le remplis d'huile pour partir en rando. Ce qui fait que dans mon couscous, le matin, dans mes pâtes, etc., je mets mon huile qui est du gras pur, de l'énergie pure. Et les petites graines, ça se conserve bien, sans aucune difficulté. Ça tu connais, on monte entre 500 et 600, voire 650 kilocalories au 100 grammes de graines. Oh là, j'ai dit une bêtise, 900 kilocalories, c'est pas pour 1 litre d'huile, c'est pour 100 millilitres d'huile. L'huile, c'est 10 000 calories au litre. C'est pour ça que c'est le gras pur. Et en général, on parle d'énergie au 100 grammes. Ça permet de pouvoir comparer les aliments. D'ailleurs, dans le simulateur de calories que tu trouveras à télécharger gratuitement juste en dessous, et j'y ai mis les aliments, les ingrédients que je consomme le plus souvent avec leur valeur énergétique au 100 grammes, kilocalories, glucides, lipides, protides, etc., etc., teneur en sel, etc. Tu as un mode d'emploi inclus à l'intérieur du simulateur. Alors, on a vu comment fonctionnent les glucides, le sucre immédiatement disponible pour l'effort, les lipides, la réserve d'énergie disponible pour l'effort. Eh bien, je vais ouvrir une porte, une parenthèse, mais je ne rentre pas dans le détail, parce que ce n'est pas ma vocation. On parle de plus en plus aujourd'hui de régime cétogène, de régime paléo, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu de manger 55% de glucides, 30% de gras, 15% de protéines en fait par jour, ce genre de régime invite à se nourrir essentiellement de gras, 80-90% des apports énergétiques en lipides, en gras. En gros, on bouffe du gras. Un petit peu de viande et un tout petit peu de sucre pour les coups de mou. On en parle. Il y a de plus en plus d'études scientifiques à ce sujet, intéressantes. Je t'invite, si ça t'intéresse, à faire tes recherches de ton côté, mais c'est une question ou une réponse peut-être qui pourrait être intéressante à nos déséquilibres alimentaires. Enfin, le troisième gros macronutriment qu'on va voir aujourd'hui, évidemment, c'est les protéines. Non, les protéines, ce n'est pas que dans la viande, ce qui était il y a encore 10 ans de cela le gros préjugé, et de la viande rouge si possible, et du steak de bœuf si possible. Il y en a ailleurs, évidemment, notamment dans des végétaux. Alors à quoi ça sert ? Les glucides, c'est l'énergie disponible tout de suite. Les lipides, c'est les stocks d'énergie, mais il y a également les protéines. Les protéines, mais qu'est-ce que c'est ça ? En gros, qu'est-ce que c'est d'un effort musculaire ? Quand tu fais un effort musculaire, tu contractes. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire de la destruction musculaire. À chaque fois que j'utilise un muscle, je détruis des cellules de muscles. La destruction musculaire, c'est un petit traumatisme. Alors, c'est pas grave parce que le corps, quand on va rentrer en phase de repos, typiquement la nuit, en phase de sommeil, qui est tellement important. C'est pour ça que c'est tellement important de bien gérer son sommeil, savoir correctement planter son bivouac, savoir combien d'heures dormir, où, etc. C'est très important pour la reconstruction musculaire. Le jour où je me dépense, je contracte, je détruis mes cellules de muscles. La nuit, je me repose. Mon corps, tout seul, va prendre comme des petites briques. Les protéines, ce sont des petites briques pour refaire des cellules musculaires. Alors, le corps, pour utiliser ça, il a besoin d'énergie, donc il va dépenser à nouveau du sucre, du gras, pour prendre ces petites briques de protéines et les empiler et reconstruire mon muscle. Reconstruire ou même construire encore plus de muscles pour qu'il soit capable d'encaisser encore plus le lendemain.
Eh bien, voilà, c'est très simple en fait, les protéines. Et où est-ce qu'on peut en trouver? Je te donne quelques pistes. La viande séchée, typiquement le saucisson sec. Moi, j'adore le fouet catalan, par exemple. Depuis que j'ai traversé l'Espagne sur le Camino del Norte, à l'occasion de mon Saint-Jacques-de-Compostelle, je suis tombé amoureux du fouet catalan. J'adore ça. Bref, il y a 31 grammes, il y a 31% de protéines à l'intérieur. 31 grammes de prot sur 100 grammes de produit, donc 31%. Le fromage. Ah, le fromage. Ça me rappelle un fromage corse que j'ai mangé en faisant le GR20, qui était exceptionnel. Le fromage, on a 20%. Alors, aujourd'hui, en France métropolitaine, continentale, comme diraient les Corses, je ne trouve pas de fromage corse dans tous les magasins. Mais pour faire mes randonnées, je prends beaucoup du fromage de moine, typiquement du chaussé aux moines. Il a une grosse croûte bien épaisse, ce qui fait qu'il résiste particulièrement bien à la chaleur, aux compressions dans le sac. Donc il encaisse même plusieurs jours. Le chocolat, du vrai chocolat, hein, chocolat à 90%. Dans un chocolat à 90%, il y a 14% de protéines. Dans les flocons d'avoine, il y en a 11. Évidemment, de la prot, on en trouve dans les lentilles, etc., etc. Mais dans les aliments très simples à prendre en randonnée, il y a notamment ceci. D'ailleurs, petite parenthèse sur le chocolat, ce qu'on appelle chocolat au lait, en vrai c'est 33% de chocolat, juste un tiers, et 2 tiers de sucre rapide, de lait qui est aussi bourré de lactose, un sucre rapide, et de produits dérivés de l'industrie agroalimentaire. Le vrai chocolat, on appelle chocolat noir au moins 74%, et je t'invite à privilégier le chocolat noir. Il est plein de gras et de protéines, et peu de sucre rapide. Excellent, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Alors voici pour les 3 macronutriments, on va reparler un tout petit peu des micronutriments. À nouveau, je t'ai dit qu'ils sont extrêmement importants. Oui, ils sont extrêmement importants. Mais quand je pars faire une randonnée, je m'occupe d'une chose. C'est combien de calories prendre et la répartition glucides, lipides, protides de ces aliments. C'est l'objet du simulateur. Eh bien, la priorité, c'est de manger suffisamment de calories pour pouvoir en avoir assez à dépenser pour être en forme. Les micronutriments, qui sont extrêmement importants pour être en bonne santé, on s'en occupera, entre guillemets, plus tard. Quand tu pars faire une randonnée, à la journée, 2 jours ou une semaine, ton corps est plein, entre guillemets, des micronutriments que tu manges dans ton alimentation habituelle. Les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les acides gras, nanani, nanana. Si tu as une bonne alimentation, tu es plein de ça. Donc si tu pars une petite période, tu vas taper dans tes réserves, qui est située dans les os, les dents, etc. Donc ça passe. Par contre, pour une randonnée au long cours, si tu pars plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou plus, là ça pose un gros problème. Parce que si tu ne te nourris pas suffisamment de micronutriments, tu vas être carencé. Donc c'est la fragilisation osseuse, c'est les dents qui se déchaussent, comme Sylvain Tesson en Himalaya, avec un début de scorbut, c'est les taches blanches sur les ongles, c'est l'œil qui frétille, ça se manque de magnésium. Donc tous ces symptômes sont le fait que tu es carencé en micronutriments. Donc il est important pour la randonnée au long cours de bouffer aussi des micronutriments. Sauf que les micronutriments, ils sont essentiellement dans les produits frais. Ce qui en contient le plus, les micronutriments, c'est le poisson aux fruits de mer, le truc absolument intransportable en randonnée, on est d'accord. La viande, notamment les abats, et les fruits et légumes frais, qui en contiennent beaucoup. Sauf que je ne mets jamais ou rarement de salade dans mon sac quand je pars en randonnée, évidemment. Et les fruits secs ont plus d'énergie, donc plus de macronutriments par rapport au poids, qu'un fruit frais, qui est rempli d'eau à 80%. Donc ce que je te conseille de faire quand tu pars vraiment sur une randonnée au long cours, ou même une randonnée tout court, mais particulièrement quand tu pars longtemps, c'est 2 choses. La première, c'est lorsque tu arrives au ravitaillement, faire un shot, entre guillemets. Tu vas te faire une injection de micronutriments. Achète des fruits frais, des légumes frais. J'achète justement de la salade, parfois chou-fleur, choux, des crudités, des fruits et légumes crus et frais que je mange au ravitaillement. Pour me faire un shot, entre guillemets, pour avoir mon fixe de micronutriments. Pardon. Et il existe aussi des compléments alimentaires, des petites pilules qui sont remplies de magnésium, de zinc, de sélénium, de ceci, de cela, de vitamine C, à prendre. Je préfère te conseiller de manger des fruits et des légumes frais, évidemment au ravito, plutôt que de prendre des petites pilules, mais dans certaines conditions, c'est utile. Moi-même, je l'ai utilisé dans des zones très reculées, quand je commence à avoir que 200 km entre 2 points de ravitaillement. Il m'est arrivé de faire une petite cure de cela pour me refaire
une santé par rapport à mes 40. C'était quand je traversais la Scandinavie, et là, effectivement, c'est un petit peu plus dur. Surtout que les Scandinaves, en termes de compléments alimentaires, micronutriments, ici connaissent, puisqu'il y a des rayons entiers dans les magasins de ça, parce que les gars, ils ont 3 mois de nuit totale en hiver. Ah ouais, 2-3 mois de nuit totale, il y a un moment, tu n'as plus de vitamine D, tu n'as plus de vitamine C, tu n'as plus rien du tout. Donc il y a beaucoup de compléments alimentaires. Et d'ailleurs, plus tu montes dans le nord, plus les gens te disent le secret pour résister à 3 mois d'hiver, c'est bouffer l'huile de poisson. Voilà, le poisson frais, l'huile de poisson, c'est ce qui contient le plus de ce qu'il faut en termes de micronutriments. Mais ça, c'est une autre question et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Sincèrement, je t'invite à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Quelles sont tes habitudes alimentaires à toi? Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que toi aussi ça t'étonne? Eh bien, de voir qu'en fait, tout ce que l'on pense être des sucres lents sont en fait des sucres rapides par le raffinage. Et je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos sur ce genre de sujet, tout ce qui tourne autour de la randonnée et du trek, et à liker évidemment celle-ci. Et maintenant, il me reste à te dire 2 petites mentions légales. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas expert en nutrition. Par contre, je me forme depuis plusieurs années, je me documente sur le sujet. J'ai notamment marché, en plus de cela, 15 000 km. Donc j'ai expérimenté sur moi-même différents types de nutrition. Et enfin, deuxième mention légale, la nutrition, c'est un truc qui change tellement vite, mais il n'y a même pas de consensus. Même dans la communauté scientifique, ça fait débat en permanence, personne n'est d'accord. Donc j'ai tourné cette vidéo avec ma documentation, avec mes connaissances actuelles. Et peut-être que ça changera dans l'avenir, peut-être que je ferai d'autres tests sur moi-même, peut-être que je trouverai d'autres informations qui feront que je change. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le meilleur que je puisse partager avec toi. Je te souhaite de bien te porter, de faire de magnifiques randos et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!